Aujourd'hui, placé sous le signe de l'euro, c'est une question qui revient de manière un peu systématique. Pierre Moscovici avait dit « Oh, l'euro est trop cher », et puis il est sorti de Bruxelles en disant « Oh, ben non, finalement, c'est pas un problème aussi marqué que ça ». Bon voilà, ce que je vous propose, c'est de regarder cette problématique, parce que il y a toujours une interrogation sur l'impact que cela pourra avoir sur l'activité. Et là-dessus, en fait, on a il y a plusieurs éléments intéressants à souligner. D'abord, quel était le point de vue de la BCE. Je trouve que là-dessus, la BCE a été très prudente. La semaine dernière, quand Mario Draghi est intervenu, il a dit simplement oui, l'euro est un peu fort parce qu'on a fait de la défragmentation des marchés financiers, mais rassurez-vous, on maintiendra les taux d'intérêt très longtemps très bas, et l'objectif étant de réduire les éventuelles tensions. Donc il y a cette problématique-là, il y a une problématique directe, on a vu, il y avait un papier de Pizzaniferi dans Le Monde hier soir, c'est-à-dire historiquement l'euro est pas très cher, ou pas particulièrement surévalué. Et puis il y a un dernier point moi qui me préoccupe, même s'il y a eu quelques articles, notamment un papier d'Artus disant le lien entre l'euro et le PIB est assez limité. Ceci étant, si l'euro est le prix relatif de l'Europe de la zone euro par rapport au reste du monde, eh bien l'euro est peut-être un peu cher compte tenu du fait que depuis le printemps 2011, l'activité de la zone euro recule. Alors il n'y a peut-être pas de lien direct d'éléments systématiques, il n'empêche que l'euro est probablement un peu cher par rapport au potentiel de la zone euro. Et c'est là la vraie problématique, c'est-à-dire que si avant la crise, le potentiel de la zone euro était peut-être à 2% de croissance, aujourd'hui il est probablement en dessous de 1. Et donc faire des comparaisons de l'un à l'autre est probablement un peu compliqué. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure. Revenons pour l'instant sur les questions liées à la conjoncture. N'hésitez pas à intervenir. Vous pouvez poser des questions via la messagerie instantanée pour que ça soit le plus convivial possible. On reviendra aussi un petit peu sur les problématiques, même si je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder ce que nous a raconté la Cour des comptes sur ce matin. Didier Migaud rendait le rapport à François Hollande. Et puis voilà, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut revenir. Alors, commençons par les premiers éléments qu'on a eu, qu'on peut regarder pour la semaine dernière. Alors, ce sont des éléments que j'ai envoyés, mais qu'il est toujours intéressant de discuter. Vous avez ici l'évolution de l'ISM global. On a eu ces données la semaine dernière. C'est la courbe violette ici, qui reste à un niveau correct. On est sur une dynamique où la croissance est probablement autour de 2%, un peu plus peut-être, comme ça spontanément quand on regarde l'ISM. Donc voilà, on a quelque chose de plutôt robuste. Et puis le léger repli qu'on constate sur le PIB en bleu sur le graphe traduit ce qu'on avait évoqué la semaine dernière, c'est-à-dire une situation temporaire de fragilité du chiffre d'activité américain lié à des phénomènes, notamment des phénomènes de déstockage. Donc il n'y a pas d'inquiétude excessive sur cette question. On a une situation, quand on regarde dans le détail, il y a deux choses qui sont intéressantes sur ce graphe. Le premier est que les données d'emploi sont plutôt robustes, toujours intéressant. Et puis l'autre point, c'est que les commandes, quand on fait le mix des deux plutôt entre secteur manufacturier et non manufacturier, on a une dynamique des commandes qui est assez robuste. On l'avait constaté la dernière fois sur le secteur manufacturier, même si le ratio qu'on regardait commandes sur stock était un peu dégradé, mais c'est parce que les stocks s'étaient reconstitués très fortement, mais on a une dynamique des commandes qui est sympathique.
Donc voilà, de ce point de vue-là, la conjoncture immédiate de l'économie américaine ne nous inquiète pas de manière excessive. On a quelque chose d'assez robuste, pas de violent, pas de, on n'accélère pas de façon brutale au-dessus de 55 pour tirer l'activité durablement au-dessus de 3%. On n'est pas dans cette configuration-là, on ne le sera pas en 2013, et voilà, ayons bien ça à l'esprit. Deuxième point intéressant, parce qu'il y a toujours une série de classiques qui suggèrent que, clairement, à un moment donné, on va avoir une accélération brutale de l'inflation. Ça, c'est un truc récurrent, puisque l'inflation doit exploser et les taux d'intérêt se relever très vite. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, voilà, vous avez ici des indicateurs très, très simples sur l'économie américaine. Vous avez en bleu l'évolution de l'emploi en variation d'un mois sur l'autre, en nombre, et puis que j'ai avancé de 12 mois. Et puis vous avez en violet l'évolution des coûts salariaux unitaires, qui est à la base des problèmes de pricing des entreprises. Et pour l'instant, dans les 12 mois qui viennent, je ne vois pas d'accélération très brutale. Hein, il y a une assez bonne cohérence entre les deux. Alors parfois il y a des écarts. Hein, au début en 90, il y a des écarts parce qu'il y a eu une récession aux États-Unis, un ajustement très brutal en 90. Mais globalement, il y a une cohérence d'évolution entre les deux. Et si les coûts salariaux unitaires n'augmentent pas, il n'y aura pas d'inflation. Hein. Rappelons simplement notre ami Milton. Milton Friedman, bien sûr, dans son papier de 68, où il évoque cette question, il dit le lien, le mécanisme passe par les salaires. Même si vous avez une politique monétaire très accommodante, à un moment donné, il faut que le mécanisme se déroule via les salaires. Pour l'instant, on ne voit pas grand-chose et on ne voit pas de tension sur le marché du travail qui serait susceptible de laisser imaginer que l'environnement va se dégrader. Alors, après, on peut avoir des changements institutionnels, des modes de fonctionnement, de fixation des salaires qui changent. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose et globalement, on n'est pas dans cette logique-là. Donc, ayons bien à l'esprit que, hormis les effets du prix des matières premières, qui peuvent jouer, bien sûr, quand on regarde les CSU, hein, les coûts salariaux unitaires, on n'a pas d'accélération brutale attendue. Le marché du travail, la dynamique du marché du travail ne va pas dans ce sens-là. Et s'il n'y a pas de risque d'inflation particulière, il n'y a aucune raison de voir les taux d'intérêt longs remonter de façon forte. Ça, je crois qu'il faut être assez clair sur cette problématique-là. On ne fait pas partie des bombes vigilantes. Je pense que je l'ai suffisamment évoqué ici. Je ne pense pas qu'on soit à la veille d'une remontée brutale des taux d'intérêt si les banques centrales maintiennent leurs taux d'intérêt très bas. Et je fais l'hypothèse que les banques centrales maintiendront leurs taux d'intérêt très bas. Alors, une des raisons qui est souvent invoquée est de dire mais la situation pourrait être un peu plus rapide aux États-Unis, il pourrait y avoir un peu plus de croissance. Quand on regarde 2013, on a plus de contraintes que d'incitation à la croissance. En d'autres termes, 2013, c'est deux choses essentiellement. C'est une augmentation des charges pour les salariés, hein, que j'ai déjà évoqué, mais 2% d'augmentation des charges au 1er janvier 2013, c'est lourd quand vous avez des revenus qui augmentent peu, et puis vous avez à partir du 1er mars des réductions de dépenses de l'État, parce que vous vous souvenez que dans le processus de 2011, quand à l'été 2011 il y avait eu les accords sur la réduction des déficits publics, sur le plafond de la dette, pardon, il y avait eu un accord aussi de réduction automatique des dépenses en cas de non-accord sur une réduction des dépenses. Il y avait une commission mixte qui avait été mise en place,
devait trouver un accord. Généralement, il n'y a pas d'accord dans ce genre de commission, il n'y en a pas eu, donc il faut réduire les dépenses, et ça commence le 1er mars. Et donc, le 1er mars, on va avoir des réductions de dépenses. Donc, on est dans une situation où les ménages vont être un peu contraints, le gouvernement va être un peu contraint aussi, et donc ça va peser sur la croissance. Alors, on aura probablement une dynamique qui sera positive, hein. Moi j'ai pas d'ambiguïté là-dessus, mais qui ne s'accélérera pas. C'est ça le point, et le CBO que j'ai repris ici prévoit 5,3% de déficit sur 2013 contre 7% en 2012. Voilà, on a une réduction modérée des finances publiques, mais le CBO prévoit une croissance de 1,4% simplement en 2013, qui est faible, plus faible que ce que nous on a en tête, autour de 2%. Alors, ce qui est intéressant sur le graphique ici, c'est l'évolution de la dette. Alors c'est un concept qui est très prisé aux États-Unis, qu'on n'utilise pas forcément ailleurs, qui est la dette publique détenue par le public. Donc celle qui est sur le marché, et vous voyez qu'aujourd'hui elle est aux alentours de 77%. Elle va ralentir parce que globalement on va avoir un mouvement de ciseaux, réduction des déficits publics, on arrivera à 2,5% en 2015, suivant le CBO, suivant la projection du CBO, et la croissance restera modeste, mais restera très largement positive, hein, aux alentours de 2% en 2014-2015. Donc on a une réduction du ratio. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2015-2016, ce ratio remonte à nouveau. On est à nouveau dans une phase d'augmentation du ratio dette sur PIB. C'est ce que montre le graphique ici, et ça traduit un point qu'on avait vaguement évoqué une fois ou deux, mais qui traduit le vieillissement de la population et l'augmentation des taux d'intérêt. Là, on aura une augmentation des taux d'intérêt, mais pas avant. Donc voilà, c'est ce phénomène. Alors, cet aspect-là n'est pas spécifique aux États-Unis. Les problématiques de retraite ne sont pas spécifiques aux États-Unis. Les problématiques de hausse des taux d'intérêt ne sont pas spécifiques aux États-Unis. Or, la question, c'est que comme les niveaux de dette sont élevés, eh bien, cela obligera l'État à faire des arbitrages forts. S'il ne veut pas augmenter encore davantage les prélèvements, et l'hypothèse qui est faite par le Congressional Budget Office est de dire qu'il faudra réduire les dépenses de défense, tout ce qui est programme discrétionnaire, on pourra réduire, parce que on va avoir des dettes qui vont, enfin des intérêts sur la dette qui vont augmenter, et puis une augmentation des charges sociales, hein, simplement parce que la population vieillit et qu'il faut en partie la prendre en charge via Medicaid, Medicare. Alors on peut réduire aujourd'hui ces dépenses, mais il n'empêche qu'il faudra accompagner le mouvement. Donc la situation américaine va changer de façon assez radicale, puisque une bonne partie des dépenses reflètera des dépenses sociales aux États-Unis. Donc voilà un point que je voulais souligner, et cette problématique-là est loin d'être uniquement américaine. Hein. Ayons bien ça en tête. Là, l'intérêt de cette projection est qu'elle existe, et elle traduit une problématique qu'on trouve dans tous les pays industrialisés, y compris en Europe, y compris en France, et donc cette question des taux des retraites qui ne sont pas encore financées, ça va être une vraie question à partir de laquelle on va beaucoup s'amuser dans les années qui viennent. Hein, parce que là, il va y avoir une vraie problématique, et il sera intéressant de voir cette année comment le gouvernement, parce que clairement il a envie de s'y attaquer, va s'attaquer aux problèmes des retraites, ces problèmes de retraite qui ne sont pas réglés du tout. La question qui avait été posée par Sarkozy il y a 2 ans, 3 ans, sur la retraite, c'était de dire, voilà, on a réglé la question. Non, on n'a pas réglé la question, on a simplement fait un transfert en vidant le fonds de réserve des retraites pour financer les retraites jusqu'en 2017, mais après, on n'a plus rien. Et donc, pour ceux qui prendront leur retraite après, et
personnellement, j'en suis pas forcément très éloigné, ça pose quelques interrogations. Donc là, il y a une vraie question. L'autre point, juste pour souligner, on a évoqué tout à l'heure, je disais oui, on ne va pas avoir de hausse des taux d'intérêt aux États-Unis parce qu'il n'y a pas d'inflation, mais là je parle de hausse des taux. Voilà, regardons cette dynamique ici qui sous-tend la projection du CBO. Donc vous avez en violet le PIB américain en volume. C'est un graphique qui ressemble étrangement à un graphique que je vous ai déjà présenté. Vous avez ici le PIB potentiel, alors qui est calculé de la façon un peu différente de la tendance que je calcule, mais c'est la même idée. Et puis vous voyez qu'on reste très éloigné de ce pic potentiel et qu'à partir de 2015-2016, on converge vers le potentiel, et en 2017, on a rejoint ce potentiel. Ça veut dire que sur cette période 2015-2017, eh bien, on va effectivement converger vers le potentiel et il y aura à ce moment-là des changements de taux d'intérêt. C'est comme ça qu'il faut l'appréhender, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que si sur la période nos amis gérants obligataires se tireront les cheveux, ça voudra dire simplement que l'économie a enfin digéré tous les problèmes observés depuis 2008. On retombe sur une dynamique potentielle. Alors la question qui est posée ici et alors qui est plutôt sympathique dans le cas américain, puisque la courbe rouge continue de progresser assez sensiblement. On a eu sur la période récente une hausse de l'investissement des entreprises. Est-ce qu'on peut faire la même hypothèse sur l'Europe? Pas sûr. Et ça, c'est une autre problématique sur laquelle on reviendra tout à l'heure, mais qui est importante. Autre point sur l'économie américaine, bon, très rapidement, hein, on a eu, mais intéressant quand même, vous avez ici en violet l'évolution des exportations américaines en variation sur 6 mois. Vous voyez que sur 6 mois, on est sur une dynamique négative. Les exportations américaines se contractent en volume sur la période de juillet à décembre. Ça traduit ce qu'on a déjà évoqué, ce ralentissement très significatif du commerce mondial. Et vous avez en bleu l'évolution des commandes à l'exportation qui se sont dégradées assez sensiblement à partir de cet été et qui, là, s'améliorent un petit peu. Donc on peut espérer que sur la première partie de l'année, les exportations américaines se stabilisent. Mais on a ici une illustration du fait que le commerce extérieur a du mal à contribuer positivement à la croissance américaine. Autre point important, ce qui se passe en Chine. Alors on a eu deux stats sur la Chine, une sur l'inflation, l'autre sur le commerce extérieur, et celle sur le commerce extérieur a engendré tout un tas de discussions. Essayons d'y voir un peu plus clair. Vous avez ici, l'évolution du solde extérieur chinois. En bâtonnet, c'est l'évolution d'un mois sur l'autre. Vous voyez que le dernier mois, qui est celui du mois de janvier, est assez robuste, un peu en dessous de 30 milliards de dollars d'excédent. Et vous avez en violet, et c'est cette courbe-là qui me paraît la plus significative, vous avez l'évolution, le cumul sur 12 mois du commerce, du solde extérieur chinois. Et vous voyez que, et là c'est un vrai changement, où on est passé d'une situation où on était entre 160 et 180 milliards de dollars d'excédent sur un an à 230. Et cette accélération s'est faite de manière récente, non pas par accélération forte et brutale des exportations, mais par ralentissement significatif des importations. Donc il y a un arbitrage nouveau qui s'est opéré et qui se traduit ici par cette situation. Alors, est-ce que cette accélération, et notamment celle du mois de janvier, est spectaculaire quand on regarde les exportations? Vous avez ici, et c'est un point sur lequel il y a eu beaucoup de commentaires, vous avez en bleu clair ici l'évolution des exportations d'une année sur l'autre. Alors c'est d'un mois par rapport au même mois de l'année dernière, et effectivement en janvier, on est à 25% de hausse, c'est la courbe bleu ciel. Si on lise sur 3 mois, on est à 14%. Donc on est un peu moins quand on lise sur 3 mois, et c'est ce que montre la courbe violet. Alors,
clairement, il faut plutôt croire la courbe violette que l'autre. Pourquoi? Parce que d'abord, on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, il y a une volatilité absolument spectaculaire. Regardez, début 2007, on avait une accélération très, très brutale, très violente. Début 2010, pareil. Début 2004, pareil. Tous ces éléments reflètent le moment où le nouvel an chinois va se situer. Parce que le mois où il y a le nouvel an, eh bien l'activité s'infléchit, et d'ailleurs souvent ce nouvel an se passe au mois de janvier, et au mois de janvier on n'a pas de stade sur la production industrielle, sur les investissements, etc. C'est que les sources sont assez fragiles. Alors parfois, comme c'est le cas cette année, le nouvel an se situe au mois de février, ce qui fait que quand on regarde le mois de janvier, qui a une allure normale cette année, eh bien on le compare à l'année dernière, ça fait un décalage très fort. C'est ce qu'on avait vu, c'est ce qu'on voit cette année, c'est ce qu'on voyait en 2007, c'est ce qu'on voyait en 2004, c'est ce qu'on voyait en 2010. Mais on voit aussi que généralement, le mois d'après, il y a une correction très brutale, très vive, qui compense, hein, parce qu'au mois de février, il ne va pas se passer grand-chose. On est dans la fête de la nouvelle année en Chine, et clairement, là-dessus, on ne va pas avoir beaucoup d'activités, et donc les exportations vont ralentir très nettement. Donc, ne surinterprétons pas cette problématique. Néanmoins, quand on regarde qui fait quoi dans l'évolution du commerce extérieur chinois, c'est un élément qui me paraît toujours important. Eh bien, on voit que pour l'instant, le commerce, s'il se renforce, eh bien, se renforce vis-à-vis des pays de l'Asie, et il traduit une dynamique un peu plus robuste du côté des pays asiatiques, pas tellement du côté des Américains, pas tellement du côté des Européens. Donc il y a une situation qui est un petit peu asymétrique et qui traduit bien le centrage, si je puis dire, de l'activité chinoise sur l'Asie et la dépendance vis-à-vis de l'Asie. Autre point qui me paraissait intéressant, l'évolution de la demande chinoise de pétrole. Vous avez ici l'évolution en bleu de la demande mois par mois, et puis en violet l'évolution en lissant sur 3 mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, au cours de l'été, il y avait eu des inquiétudes, une baisse très significative de la demande de pétrole. Hein, c'est toute la crainte que nous avions tous eue quand on regardait l'économie chinoise. Depuis, la situation s'est nettement améliorée, c'est ce qu'on voit sur la courbe violette. Hein, on est revenu sur la tendance antérieure, ça veut dire que la demande chinoise reste assez robuste et que, comme dans le même temps, l'Arabie Saoudite a réduit un peu sa production, il n'est pas étonnant qu'on ait quelques tensions, comme on le voit actuellement, hein, on est à 115, 116 sur le prix du Brent. Voilà, on a un marché dont l'équilibre évolue. Et là-dessus, les Chinois ont un rôle non négligeable en termes de demande. Hein, c'est ce pays qui crée la dynamique sur la demande. Et là, on en a une illustration, et c'est un point sur lequel on est forcément attentif. Alors, quelques autres pays Alors, oui, sur l'inflation, j'en ai parlé tout à l'heure, on est à 2%. Voilà, il y avait eu un blip à la hausse en décembre sur l'inflation des prix alimentaires, on corrige. Mais voilà, on n'est pas dans une phase d'accélération brutale, on n'a pas ce sentiment-là, et la Banque centrale va pouvoir maintenir une politique plutôt accommodante, celle qui a permis d'éviter la rupture de l'été 2012. Sur l'Inde, on a eu les chiffres ce matin. Juste un point très rapide. La semaine dernière, on évoquait la baisse des taux en Inde parce que l'activité n'était pas très robuste. Ben voilà, on a l'illustration ici. Sur les 2 derniers mois, alors là aussi, les données ne sont pas corrigées des variations saisonnières. C'est un peu comme sur la Chine tout à l'heure. Quand on regardait d'une année sur l'autre, on avait beaucoup de volatilité. Ici, on en a aussi sur les données qui sont en rouge clair, qui reflète eh bien, le chiffre de décembre 2012 par rapport à décembre 2011, à moins 0,6%. La courbe violette me paraît là aussi plus pertinente, mais la courbe violette, elle est à 2,5%, c'est-à-dire pas grand-chose par rapport aux chiffres supérieurs à 5 qu'on avait habituellement, et donc on est toujours dans une phase de fragilité
de la conjoncture indienne sur le plan manufacturier. Et c'est important parce que quand on regarde le PIB indien, eh bien on s'aperçoit que c'est cette dimension-là, ce secteur-là, qui pénalise l'économie indienne. Ce n'est pas le secteur des services, c'est le secteur manufacturier, et donc là-dessus, il faut y être attentif. Et on comprend mieux pourquoi la Banque centrale indienne, la semaine dernière, a baissé son taux d'intérêt et se dit, ben, voilà, pour l'instant, on ne voit pas très bien comment la situation va pouvoir s'améliorer très vite. Et donc, de ce fait-là, de ce point de vue-là, et adoptons une stratégie plus accommodante. Et on ne peut pas exclure, si effectivement le taux d'inflation continue de ralentir en Inde, que la Banque centrale indienne réduise ses taux d'intérêt. C'est tout l'arbitrage qu'on a évoqué à plusieurs reprises, qu'on observe dans les pays émergents entre croissance et inflation. Ces deux facteurs étaient généralement équilibrés dans la fonction de réaction des patrons de banque centrale. C'est plus tout à fait le cas, on le voit en Inde, et puis on l'a vu aussi au Brésil, où vous avez ici l'évolution de l'inflation, 6,15% au mois de janvier, donc une accélération significative, et puis dans le même temps, eh bien, une banque centrale qui maintient des taux d'intérêt bas parce que l'activité a du mal à décoller. Là, il y a une vraie interrogation, et on voit bien la question posée au Brésil, à la Banque centrale brésilienne. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois privilégier l'inflation? Mon histoire me suggérerait de le faire, puisque par le passé, le vrai souci pour l'économie brésilienne était une accélération sans contrôle de l'inflation. Et comment j'agis sur ces questions? Quel signal je donne au marché? Parce que la parité réal contre dollar pourrait être sensible aux actions que je pourrais mener, moi, Banque centrale, et se traduire par une appréciation de ma monnaie, le réal. Alors ça permettrait de caper l'inflation, mais ça pourrait peser sur mon activité. Donc là, il y a un arbitrage intéressant au Brésil, et le ministre des Finances a dit on n'ira pas au-delà de 1,85 sur la parité réal dollar, parce qu'on ne veut pas que ça pénalise trop l'activité. Voilà, on est dans une phase où la Banque centrale brésilienne, comme d'autres, la Banque centrale indienne est un peu dans la même situation, où eh bien, il va falloir gérer ces deux objectifs qui ne sont pas forcément homogènes, l'inflation et la croissance. Et ça va être extrêmement intéressant, et un point majeur sur l'année 2013 dans les pays émergents. Cette question ne se pose pas pour des raisons différentes, parce que les institutions sont un peu plus fortes, et les habitudes, le mode de fonctionnement aussi, mais c'est une question qui va se poser dans de nombreux pays émergents, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à la façon dont les pays émergents évoluent. On n'est plus dans cette dynamique homogène où tout le monde était tiré par ce qui se passait en Chine. On n'est plus dans cette configuration, mais chacun va être attentif à la problématique posée, à la façon dont le système évolue, et aux choix qui seront faits par les banques centrales, aux orientations, aux anticipations qu'elles vont essayer de gérer. Ça va être quelque chose d'important, mais ça veut dire que tel pays ne ressemble pas à un autre pays émergent, même si à une époque, ces deux pays avaient des allures identiques, parce que la tendance commune, généralement fabriquée, si je puis dire, par la Chine, cette tendance commune n'existe plus, et c'est ça qui est intéressant à observer. Alors, sur le Royaume-Uni, j'ai mis, vous savez, la semaine dernière, j'avais évoqué cette question du Royaume-Uni en disant les commandes nous suggèrent, le ratio commandes sur stock suggère une accélération de la production manufacturière. Voilà, ce que nous dit ce graphique, c'est que probablement on est dans une zone d'amélioration conjoncturelle de l'activité. Alors personne ne rêve sur ces questions, parce qu'on voit bien quand on lit la presse anglo-saxonne que l'objectif est toujours de réduire le solde public, le solde budgétaire public, et de faire porter la charge en grande partie sur les ménages. Et donc ceux-ci qui ne consomment pas beaucoup ne vont probablement pas avoir des incitations supplémentaires à dépenser davantage, et c'est ça aujourd'hui qu'il faut avoir à l'esprit, et on n'imaginera pas une croissance au-delà de 0,6-0,7% cette année
en Grande-Bretagne, sachant que le principal partenaire commercial de la Grande-Bretagne, c'est la zone euro, qui, elle, reste fragile, comme on le voit sur ce graphique. Hein, vous avez le PIB de la zone euro en bâtonnet, l'évolution de l'indice composite pour de l'enquête PMI Market. On est toujours dans une configuration de contraction d'activité. Alors c'est un peu moins rapide que par le passé, tant mieux, mais on n'est pas encore complètement rassuré. On était 47,6 au mois de janvier. Je vous rappelle, hein, au-dessus de 50, ça s'améliore, en dessous de 50, ça se dégrade. Eh bien, on est toujours en phase de contraction de l'activité et on voit bien que, généralement, ça marche assez bien quand on regarde l'évolution du PIB de la zone euro par rapport à cet indicateur. Donc là-dessus, on ne va pas avoir d'amélioration immédiate, même si on constate qu'en Allemagne, la courbe rouge ici est repassée allègrement au-dessus de 50, que l'indicateur espagnol en bleu va mieux et que l'indicateur français, lui, continue de se dégrader. Alors on avait évoqué un indicateur un peu du même type la semaine dernière, mais c'était sur... je l'avais déjà évoqué. Je ne sais plus, tiens, j'ai un doute. Mais non, si, c'était sorti de lundi, et c'est pour ça que j'avais déjà évoqué. Je l'ai repris là, mais on va pas revenir éternellement dessus. Le point quand même important, c'est cette évolution de la consommation des ménages, des ventes de détail. On a une brutalité de rupture, une rupture très brutale et qu'on constate par pays. Mais il me semble que ces graphiques-là, j'ai un doute, il me semble que je vous les avais présentés la semaine dernière. Donc, parce que bref, c'est le problème des semaines qui se chevauchent, quand il y a des stats qui sortent le lundi ou le mardi matin. Et là, j'avoue que comme c'est pas moi qui ai préparé les graphiques, je suis un petit peu perdu. J'en suis désolé. Je n'ai pas les éléments tout à fait en tête. N'empêche que c'est un indicateur qui continue de m'inquiéter fortement. Je vérifie juste quand même que je vous raconte pas que des bêtises sur les dates de sortie de ces indicateurs, parce que j'aime bien savoir quand même. Voilà, toc toc toc. Non, ça c'était la semaine dernière. Bref, on verra. Non, sur la zone euro, ça je l'avais évoqué, me semble-t-il aussi. J'ai un doute terrible sur ce que j'ai pu raconter la semaine dernière. Je ne crois pas que j'avais évoqué cette question, mais j'avoue que je suis un petit peu perdu. J'en suis désolé. Toc, hop, ça c'était cette semaine. Je fais un peu amateur là, je trouve, mais on va se reprendre, ne vous inquiétez pas. Celui-là, on l'a pas vu. Bon, alors, si on me le dit, c'est que c'est bon. Non, mais c'était un graphique que j'aime beaucoup et qui est important. Vous avez vu ici que l'indicateur allemand s'améliorait. Alors, quand on regarde la dynamique de la demande intérieure allemande, hein, c'est la courbe bleue ici, on n'a pas quelque chose de très sympathique. Et donc l'interrogation était celle-là, de se dire finalement qu'est-ce qui traduit cette situation. Et clairement, on a une dynamique du commerce, des commandes et notamment des biens d'équipement qui s'améliore de façon significative. Vous l'avez ici, alors vous avez en violet l'évolution globale et vous avez une légère accélération. Quand on regarde l'ensemble des commandes, j'ai plus le chiffre exact sur les commandes de biens d'équipement, mais sur les commandes, on est à 4% de hausse, ce qui est significatif sur le dernier trimestre. On était à -7 sur le trimestre précédent, donc on a un changement qui s'opère et qui s'opère à la fois parce qu'on a une amélioration des commandes à l'exportation de biens d'équipement. Je me centre sur les biens d'équipement parce que c'est ça le cœur du problème. On a une accélération vis-à-vis de la zone hors euro et notamment et on voit bien la sensibilité là de l'Allemagne à toutes les problématiques hors zone euro et notamment celle de l'Asie. Et puis on a aussi dans le bas du graphique
la courbe bleue qui traduit la demande de biens d'équipement en zone euro. Et là, on a peut-être une amélioration. Alors, c'est peut-être un bruit blanc, c'est peut-être un phénomène aléatoire, mais on a peut-être une amélioration significative de la situation en zone euro. Ça veut dire que les chefs d'entreprise se disent, mes commandes sur ces biens d'équipement, ces commandes pour le Mittelstand allemand s'améliorent, et de ce fait-là, eh bien, mon activité va se pérenniser. On s'interrogeait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, sur l'amélioration de la composante anticipation de l'IFO. On a peut-être là l'élément. Alors, pourquoi c'est important? Eh bien, parce que voilà, quand on regarde l'évolution des commandes à l'exportation de biens d'équipement, les commandes de biens d'équipement à l'industrie allemande, en violet, vous avez en bleu l'évolution de l'investissement des pays de l'OCDE, et vous voyez qu'il y a une certaine cohérence entre les deux. Le signal ici me paraît intéressant. On n'est pas dans une phase d'accélération brutale, mais on est dans une phase peut-être qui est au début d'une reconstitution des CAPEX, de l'investissement des entreprises, et ça, en termes de dynamique cyclique au niveau global, c'est extrêmement important. Donc soyons attentifs à ce qui se passe sur ces commandes à l'industrie allemande, parce que ça peut donner un signal sur la façon dont l'économie globale se comporte, compte tenu du rôle que peut avoir l'Allemagne sur ce secteur. C'est ce point de vue-là qui est important. Hein. On regarde un peu la même chose aux États-Unis sur les commandes de biens d'équipement. Là, on a une autre mesure. Et ces mesures, pour l'instant, suggèrent que le point bas du cycle de reprise est passé et que la situation est en train de s'améliorer. C'est ça aujourd'hui le point sur lequel on doit être attentif et qui va conditionner une grande partie de 2013, parce que si effectivement on a cette amélioration qui se profile sur l'investissement, eh bien l'année 2013 pourrait éventuellement réserver de bonnes surprises si les entreprises investissent davantage. Donc c'est vraiment l'élément clé. Et pour l'instant, quand on regarde cet indicateur de commande à l'export en Allemagne, on a peut-être des signaux un peu plus positifs pour les mois qui viennent. Ah, ici nous avons un graphique qui s'est un petit peu dégradé. Voilà, bon, on n'en aura pas plus que ça. Il traduisait l'amélioration des commandes à l'export en Allemagne. On avait eu le commerce extérieur, le chiffre du commerce extérieur allemand la semaine dernière, avec une dégradation des exportations en variation sur 3 mois en volume. Et ce que je montrais sur ce graphique, c'est que au regard des commandes à l'exportation allemandes, eh bien, on avait, jusqu'au mois de janvier, on avait une inversion de tendance qui était plutôt positive et qui disait que le risque de rupture était assez limité. Sur le commerce extérieur français, on a eu le chiffre du mois de décembre, donc il était intéressant d'observer cet indicateur. Vous avez en violet l'évolution du solde en cumul sur 12 mois, donc effectivement une dégradation depuis 2005 qui est significative, puisqu'on est passé de l'équilibre à moins 67 milliards, 69 milliards en 2012, donc un mouvement significatif qui est en grande partie expliqué par l'énergie, puisque l'énergie représentait un peu plus de 20 milliards de déficit et représente aujourd'hui 75 milliards, donc un mouvement assez fort, et une balance hors énergie qui se rééquilibre néanmoins avec, vous voyez, un déséquilibre. On est passé de 30 milliards à moins 7 à peu près l'année dernière en 2011, et moins 5, pardon, on est revenu à plus 7 sur 2012. Ça veut dire que les exportations françaises se vendent, même si tout le monde trouve qu'elles ne se vendent pas assez, elles se vendent quand même, donc ayons quand même ça en tête. Simplement, pourquoi c'est problématique? Pourquoi cette question des exportations reste problématique? Pour une raison simple, c'est que finalement, ça sert à quoi les exportations? Ça sert à quoi d'exporter? On n'a aucun intérêt particulier, sauf si on a la capacité de
de capter des rentes comme en Allemagne, mais même d'une manière générale, à quoi ça sert d'exporter? Ça sert à une chose, simplement, de permettre d'acheter des importations, d'acheter des produits dont on ne dispose pas, des produits qu'on ne fabrique pas, que ce soit des matières premières ou que ce soit des biens ou des services. Quand on ne les fabrique pas, il faut être capable de les acheter, et les acheter, ça veut dire être capable d'exporter. C'est ça le rôle des exportations. C'est pas forcément plus que ça. Et aujourd'hui, la problématique, la problématique globale sur la France, c'est que voilà, les exportations ne sont pas assez robustes. Alors, j'ai une question de Sébastien. Pourquoi vous ne regardez pas plutôt le solde global? Il faut bien payer notre énergie. Bien sûr, mais il y a deux questions qui sont posées systématiquement quand on parle du solde extérieur français. Il y a le solde extérieur qui est très dépendant de la facture énergétique. Et effectivement, ce solde de 67 milliards traduit bien cette problématique et traduit bien cette incapacité de l'économie française à acheter les importations dont elle a besoin. Et effectivement, le solde hors énergie, qui est légèrement positif, traduit le fait qu'il y ait une demande pour les biens français, une demande à l'exportation, mais une demande qui n'est pas suffisante pour compenser l'effet des importations de matières premières énergétiques. C'est cette problématique-là qui est posée. Et souvent, on dit, bon, oui, de toute façon, la France n'exporte rien. Si, la France exporte, mais elle n'exporte pas suffisamment. Et donc après, la question qui est posée, c'est de savoir pourquoi l'économie française n'exporte pas suffisamment. Est-ce que ça traduit des problématiques de gamme? C'est souvent ce qui est évoqué, de dire finalement on n'a pas de produits suffisamment différenciés pour donner aux exportations, aux biens français, une caractéristique bien spécifique qu'il fait remarquer dans l'ensemble de la gamme. Ça, c'est un premier point. L'autre point qui est posé est de se dire, est-ce que c'est parce que le coût des produits français est excessif et que de ce fait-là, on a une problématique de si effectivement on est sur du moyen de gamme et qu'on est cher relativement, globalement, il n'y a pas de raison qu'on vende mieux que des pays qui vendent de la gamme moyenne, mais à des prix plus compétitifs. C'est cette problématique-là qui est posée et que le graphique ici illustre, à mon sens, assez bien. Et c'est voilà comment on réfléchit à cette question. Et l'autre problématique, alors qui est peut-être en train de changer ou qui va être peut-être en train d'être obligé de changer, c'est de se dire est-ce que si effectivement on ne peut plus se baser uniquement sur la consommation pour tirer la croissance, qu'il faut s'inscrire dans un monde plus global, eh bien ça peut inciter les entreprises à arbitrer différemment et à faire de telle sorte qu'il y ait une dépendance plus forte à l'exportation. Pendant très longtemps, et il y a eu plein d'études là-dessus, l'exportation sert ce qu'on ne peut pas, ce qui ne peut pas être utile au marché intérieur. Quand on a des surplus, on exporte, etc. Ça a souvent été, les exportations ont souvent été perçues comme ça. C'est peut-être en train de changer et ça permettrait effectivement de rééquilibrer le compte. L'autre question à laquelle on doit être attentif, c'est de dire finalement, qu'est-ce qu'on fait du solde énergétique et se pose la question immédiatement les questions relatives au gaz de schiste, par exemple. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'utiliser ce gaz de schiste pour réduire la facture énergétique et redonner un équilibre un peu différent à l'économie française? Ça fait partie des discussions sur lesquelles, des discussions sans fin qu'on a sur l'économie française. Quel arbitrage on fait dans le temps? Est-ce qu'il vaut mieux garder ce gaz de schiste, l'utiliser plus tard, pas l'utiliser pour des raisons écologiques ou pas? Ça, c'est une question. On sent que les choses évoluent, les choses bougent sur ce plan-là, et la fragilité implicite
de l'économie française en raison de cette fragilité du commerce extérieur pourrait inciter à être un peu plus actif sur ce point. Donc voilà, ça fait partie des questions. Mais Sébastien, je n'oublie pas le solde global, mais globalement, à court terme, sur l'énergie, on ne peut pas faire grand-chose et on peut faire de telle sorte qu'on utilise moins d'énergie par unité de production, etc. Ça, on peut mettre des choses là-dessus et il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur ces questions. Il suffit de regarder l'évolution du solde énergétique en pourcentage du PIB. Ça a baissé de façon très significative. Ça veut dire que des efforts considérables ont été faits pour que chaque unité produite soit moins énergivore. Ça, c'est un point important. Mais il n'empêche que sur le reste, comment on fait pour faire de telle sorte que ce solde global soit un peu moins déséquilibré et que, in fine, on trouve une situation plus équilibrée sur ce solde global et qu'on n'ait pas une dépendance aussi forte vis-à-vis de l'extérieur, une dépendance parce que le solde est négatif. C'est cette problématique-là qui est posée et sur lesquelles on tergiverse. Hein, le crédit impôt productivité, c'est ça, c'est de dire, ben voilà, si on est une gamme moyenne, on pèse sur les prix, on pèse sur les coûts pour éventuellement pouvoir exporter davantage ou rendre les produits français un peu plus compétitifs en interne, voilà, et rendre les importations un peu plus chères. C'est un peu cette problématique-là qui est posée. Est-ce que ça résout toute la question? Sûrement pas. Et voilà, c'est cette façon de faire, cette façon de réfléchir qui est importante. Là, j'ai mis simplement les exportations, voilà, hors énergie. On voit que les exportations progressent assez rapidement. On est un peu moins rapide que l'Allemagne, un peu moins rapide que l'Espagne, un peu moins rapide que le Portugal, hein, si on prend comme référence 2008. Mais un peu plus rapide que l'Italie, ce qui est un point intéressant parce que l'Italie, jusqu'à présent, avait un commerce extérieur très sensible, des exportations très sensibles au commerce mondial. On voit qu'aujourd'hui, l'Italie, parce que le commerce mondial n'est pas très rapide, est très fortement pénalisée et qu'elle n'a pas, a priori, la capacité à réagir par rapport à ça. C'est ça le point sur lequel il faut être attentif en Italie. Et la problématique italienne, juste en un mot, reste très compliquée parce que globalement, les élections sont moins certaines qu'on imaginait. Juste un mot sur la production industrielle française. C'est assez problématique de ce point-là de ce point-là. Hein, on est sur une tendance qu'on peut dessiner très simplement. Hein, on est comme ça. Et ça, c'est réellement ennuyeux quand on regarde la production industrielle française, parce que qu'on ait un choc sur une période donnée, très bien, on l'amortit. Là, le choc dure 2 ans, et un choc qui dure 2 ans, soit appelle des modifications, soit appelle des corrections en matière de politique économique, mais globalement, on a le sentiment de regarder la chose tomber, et sur la zone euro, on est tous un peu dans cette configuration-là. C'est pour ça que et ça permet de faire une transition avec la problématique euro. Globalement, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits en Espagne notamment, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits aussi dans d'autres pays, et pour autant, l'activité industrielle, celle qui sert de base, de référence aux exportations, hein, on exporte plutôt des biens que des services, eh bien cette situation est probablement un peu pénalisante, en tout cas ne donne pas des marges spectaculaires aux exportateurs européens. C'est pour moi la vraie question aujourd'hui posée sur la zone euro. Se dire, ben, voilà, on a effectivement, on va le voir dans un instant, quand on regarde historiquement, l'euro est pas très cher, mais est-ce qu'il n'est pas très cher quand on avait une croissance de 2%, ou est-ce que là, il est cher parce que la croissance tendancielle est beaucoup plus faible? Là, il y a probablement un arbitrage. Alors, 3 graphiques sur la zone euro. Oui, ça c'est les comptes publics que j'avais oublié de mentionner. Voilà,
développe assez rapidement, même si la Cour des comptes a rendu un papier ce matin, un rapport disant je ne crois pas aux 0,8% de croissance, je ne crois pas aux 3% de déficit sur 2013, il va falloir faire des efforts considérables sur les dépenses. C'est l'objectif de dire, voilà, les dépenses font 56% du PIB, il faut réduire très nettement ces éléments. Ça va être une discussion intéressante, mais qui probablement restera lettre morte, comme souvent les rapports de la Cour des comptes. Juste alors, sur les parités. Vous avez ici la parité euro contre dollar. C'est pas ce graphique, je voulais mettre un graphique beaucoup plus long. Je sais pas pourquoi je me suis arrêté en janvier 2008. Mais on est, voilà, si on regarde sur la période récente, néanmoins, on est dans quasiment à la moyenne. On a été un peu plus cher en 2008, on est monté jusqu'à 1,60. Globalement, on a oscillé entre 1,45, 1,50 et 1,20. On était à 1,20 cet été, on est revenu à 1,35. Voilà, il n'y a pas d'excès. Si on voulait là aussi faire une mesure, la moyenne serait probablement sur quelque chose comme ça, sur la période. Il n'y a pas d'accentuation excessive. Si on regarde le taux de change effectif, c'est-à-dire, parce que regarder la parité euro-dollar, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Le taux de change effectif, c'est prendre en compte les échanges de la zone euro avec le reste du monde. On pondère chaque taux de change par le poids du pays correspondant dans le commerce extérieur de la zone euro. Et vous voyez que vous avez ici le graphique depuis 1999, depuis la création de l'euro, et vous avez en bleu la moyenne historique sur l'ensemble de la période. Vous voyez que le prix de l'euro n'est pas excessif. Alors, on a eu une accélération assez brutale, c'est ça qui peut être problématique. On est passé de 95 à 102 à peu près. Donc c'est cette phase-là qui peut être problématique, mais en niveau, on n'est pas très cher. Et si on regarde, si on corrige l'ensemble des différences d'inflation, on n'est pas là non plus extrêmement cher. Donc toutes ces mesures suggèrent que l'euro n'est pas particulièrement, n'est pas une monnaie particulièrement chère par rapport à la diversité de son commerce extérieur. La seule difficulté, alors il y a deux problématiques. La première, qui est celle qui a été posée par Draghi la semaine dernière dans sa conférence de presse, qui est de dire, voilà, l'objectif, quand on regarde l'euro, sur la période d'avant-crise, l'euro avait la confiance des investisseurs, et de tous les investisseurs, puisque une grande partie des émissions obligataires se faisait en euros. Il y avait une croyance, une confiance dans la stabilité des institutions européennes qui était forte, qui faisait que l'euro avait cette caractéristique. Et aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises par la Banque Centrale Européenne ont pour objectif de revenir sur cette question, de se dire, voilà, globalement, on est dans une situation où la zone euro redevient quelque chose de stable, dans lequel on peut avoir confiance, avec un risque de peser à la hausse sur l'euro. Et dans le même temps, et ça Mario Draghi l'a bien souligné en disant le rôle de la politique monétaire est de réduire la fragmentation du marché financier. Mais dans le même temps, pour éviter une accélération trop brutale, parce que l'économie de la zone euro est quand même très fragile, eh bien il souhaite que il a indiqué que les taux d'intérêt allaient rester très bas très longtemps pour éviter d'alimenter des anticipations de remonter les taux, etc. Puisque la Banque Centrale Européenne ne s'engage pas d'une réunion sur l'autre. Il n'a pas dit plus que ça, mais il a dit simplement il a fait comprendre que les taux d'intérêt ne remonteraient pas très vite en zone euro, et c'est suffisant. Alors, ça c'est le premier point. Le deuxième point, l'autre point que je voulais évoquer, que j'ai déjà évoqué, c'est de se dire, malgré tout, on est peut-être dans une situation un peu plus compliquée parce que, globalement, l'euro a du mal à repartir, et enfin la zone euro a du mal à repartir en termes de croissance, et peut-être que son prix est un peu excessif par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'observer. Mais c'est un peu plus compliqué que ça aussi, parce que les échanges
industriels avec le reste du monde sont extrêmement forts. On peut prendre une mesure de globalisation qui montre que jouer sur les monnaies est quelque chose de compliqué. Si on prend le secteur manufacturier français, vous regardez les comptes trimestriels et vous reprenez les exportations et les importations du secteur. Vous faites une mesure d'ouverture, vous prenez le ratio export plus import sur 2, vous divisez par la valeur ajoutée et vous regardez ce que ça donne. Dans les années 50, ce ratio était inférieur à 50 ou autour de 50. Ça veut dire que globalement, la fabrication de produits manufacturiers était peu dépendant du reste du monde. Et on comprend bien dans ce cadre-là que les gouvernements, les banques centrales puissent avoir intérêt à déprécier leur monnaie, à dévaluer leur monnaie, parce que d'un seul coup, comme chacun fabrique de son côté, c'est pas très grave, parce que quand je dévalue ma monnaie, eh bien je rends mes produits plus compétitifs que celles des autres. Quand on regarde cette mesure d'ouverture, de globalisation, on était de mémoire, parce que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en 2011, on était aux alentours de 250%. Ça veut dire que les échanges avec le reste du monde représentent 2,5 fois la valeur ajoutée. Et donc vous avez des produits qui viennent de la zone euro, vous avez des produits qui viennent hors de zone euro, et de ce fait-là, quand vous dévaluez votre monnaie, vous avez une situation un petit peu plus compliquée à appréhender parce que vous allez importer des produits non euro, vous allez revendre des produits vers la zone non euro, et jouer uniquement sur la monnaie, là, devient compliqué et ne donne pas forcément un signal unique et autonome, uniforme, de l'impact de la monnaie sur l'activité et sur la dynamique du secteur. Donc, c'est pour ça qu'il est probablement souhaitable de ne pas se faire la guerre sur l'échange. Les évolutions sont longues, sont parfois un peu brutales, un peu volatiles, mais globalement, on a des ajustements qui s'opèrent dans le temps, et n'allons pas plus vite que ça, parce que aujourd'hui, compte tenu de la spécialisation dans la production globale, eh bien, ça peut générer plus de heurts que de biens. Si effectivement vous importez beaucoup de biens en dollars, vous revendez en dollars, eh bien la situation peut être assez compliquée pour vous. Ou si vous achetez en dollars des biens et que vous les revendez en euros, ça peut être aussi très compliqué si vous jouez sur les monnaies. Donc voilà, on a plein de configurations qui sont très différentes de ce qu'on avait l'habitude d'avoir avec une monnaie qui pouvait se déprécier tout seul. Donc pour l'instant, on n'est pas, quand on regarde les graphiques, sur une monnaie forcément très chère par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. La seule question qui vaille, c'est de dire finalement, est-ce que malgré tout, compte tenu du niveau d'activité, c'est pas un peu cher, parce que globalement, on ne doit pas imaginer que la croissance potentielle va revenir très vite vers 2%, et que les comparaisons avec les périodes antérieures se faisaient sur des croissances potentielles plus élevées que celles qu'on a aujourd'hui, et de ce fait-là, il y a des équipes. Voilà ce qu'on pouvait évoquer. Y a-t-il des questions? Je vois qu'il y a des questions de Bernard qui commente en disant « Vive le gaz de schiste de houille ». Absolument. Même sur le gaz de houille, ça paraît un peu plus compliqué que ce qu'on dit. En plus de son influence sur la balance commerciale, et quand on voit la baisse du prix du gaz aux USA grâce au gaz de schiste, ça doit représenter une hausse assez importante du pouvoir d'achat. Mais oui, on avait constaté en 2011, sur le passage 2011-2012, qu'en dépit d'un prix de l'essence, du fuel assez cher aux États-Unis, du fait du gaz de schiste, eh bien, la facture énergétique des ménages américains avait baissé par rapport à l'année 2010-2011. Donc, on a des effets qui sont importants et qui, effectivement, sont des sources de gains de pouvoir d'achat. Et après, il y a plein de discussions autour de ces questions, mais c'est un élément qui peut être un élément de soutien à la demande, et c'est une vraie problématique à laquelle on doit être attentif, parce que on voit bien la question sur le gaz de schiste.
ou sur le pétrole qui est en Guyane. La question est de se dire, ok, on va avoir un certain nombre de problèmes énergétiques dans les années qui viennent, parce que on a probablement passé le point haut d'exploitation du pétrole, hein, le fameux point K. Donc, plus on y va, moins on a de chance de... Enfin, plus le pétrole va se tarir. Donc ça, cette problématique-là est importante. La question qui est posée est de se dire, est-ce qu'on doit utiliser aujourd'hui cette énergie fossile non renouvelable pour faciliter la transition énergétique et se dire, finalement, utilisons-la à bon escient pour faire les transformations nécessaires et faire de telle sorte que dans le futur, eh bien, on ait une dépendance beaucoup plus faible vis-à-vis des énergies fossiles et que, pendant la période qui vient, on puisse utiliser un gaz de schiste pas très cher, par exemple, pour financer la transition vers une économie verte, vers une économie plus économe en énergie, en la transformant de façon forte et brutale. Voilà, ça fait partie des questions. Le risque, c'est qu'on se retrouve avec du gaz de schiste à ne plus savoir qu'en faire dans 10 ans, se dire finalement on va l'utiliser, mais dans des conditions qui seront peut-être un peu différentes et avec des prix qui pourraient être un peu plus tendus. Donc là-dessus, il y a forcément des discussions sur lesquelles on doit être attentif. Il y a une autre question, où est le graphe comparatif? Le comparatif de quoi? Je pose la question à Anne-Sophie, qui veut un graphe comparatif. J'oublie. Ok. Donc voilà, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine s'il n'y a plus d'autres questions. Alors, la question de l'industrialisation, vraie question. Il y a Alexandre Delegue, qui est un Twitter fou, un peu comme moi, qui a fait un papier qui était très bien là-dessus, en s'interrogeant sur la nécessité absolue d'industrialiser à tout prix. J'ai plus exactement ces arguments en tête, mais je vous en reparle la semaine prochaine parce que c'était un truc assez intéressant. Donc je reviendrai là-dessus la semaine prochaine sur cette question de l'industrialisation, qui est une question intéressante et amusante. Voilà, eh bien bonne semaine à tous, je vous dis à mardi prochain. Au revoir.